Chaque année, on entend parler d'une baisse de la fréquentation du cinéma. Si en 1950, en France, le nombre de films vus par habitant était de 8,9 par an, il est très vite descendu à 3,1 en 2015. Le prix d'entrée a lui toutefois augmenté, passant alors de 1,50€ en 1970 à 6,50€ en 2015. On pourrait lui donner raison en mentionnant la création de salles plus confortables, utilisant des appareils haut de gamme, ou encore en parlant des systèmes de 3D ou de 4DX. Toutefois, ces résultats ils suffisent pas à rendre le cinéma plus attractif ou même à croire en son prix sur le marché. Salut à tous, c'est Sephora, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va essayer de comprendre quelle place prend le cinéma à l'ère du numérique et comment il fait face à la concurrence accrue que forment des plateformes telles que Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+. Déjà, petite définition des termes comme tout bon physologue. Le cinéma, c'est à la fois le lieu et l'œuvre. C'est une expérience, mais c'est aussi un art. Et qui plus est, c'est peut-être l'art le plus marchand qui existe aujourd'hui. Car non seulement il se vend plutôt bien, mais aussi parce qu'en général, il respecte la logique de consommation lors de son processus de création. Toutefois, malgré tous les progrès qu'il ait pu faire, le cinéma se retrouve en compétition accrue avec le petit et le moyen écran. Et je vous parle même pas des mecs qui arrivent à se faire leur propre home cinéma. Ces deux derniers permettent donc l'accès à une partie du cinéma tout en remodélisant son expérience, dont le mot d'ordre est ici le confort. Là, tu peux regarder le même contenu à n'importe quelle heure, tu peux mettre pause pour ta pause pipi et tout ça à un coût bien moindre. En sachant que tu pourras en plus de ça renouveler l'expérience indéfiniment grâce au replay. Car si le ticket de cinéma est à 6,50€ par film, le prix des abonnements streaming varie entre 5 et 18€ certes, mais il vous donne accès à un catalogue quasiment infini qui vous conseille en fonction de vos goûts et qui en plus se renouvelle constamment. Et on va pas se mentir, ça change des vieilles prods inintéressantes qu'on peut parfois retrouver au cinéma. Et sans oublier qu'il existe également El Famoso Streaming Illégal qui vous donne accès à tout ce contenu sans débourser le moindre centime. Pratique. Sauf si tu te veux avoir par Gabriella du 39 qui cherche les mecs chauds dans sa région, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, tout ça c'est bien triste, mais on pourrait simplement rétorquer que pour la première fois de son histoire, le cinéma fait face à une concurrence qu'il ne maîtrise pas totalement et qu'il semble incapable de s'adapter. En gros, si tu t'adaptes pas au consommateur, t'es responsable de ton échec en fait. Car mine de rien, la qualité technique qu'il permet n'est non pas imperceptible, mais en tout cas pas primordiale pour les amateurs du 7ème art que nous sommes, et le 3D n'a de sens que pour certaines grosses productions. Parce que clairement, je doute qu'aller voir Aladdin en 3D ce soit vraiment si intéressant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que face à tout ça, le cinéma perd aussi en droit. En économie, les biens sont de deux natures, et ce sont justement ces deux natures qui vont déterminer leur mode d'exploitation. Premièrement, on compte la rivalité des biens. C'est lorsque la consommation d'un bien par un agent diminue, voire empêche la consommation de ce même bien par un autre agent. En gros, si dans un magasin il y a 50 DVD et que j'en achète un, seuls les 49 prochains acheteurs pourront aussi en bénéficier. De l'autre côté, il y a ce qu'on nomme la non-rivalité, donc c'est des biens accessibles à tous et à n'importe quel moment. Ce sont en général des biens dits collectifs, tels que la radio, dans le sens où mon écoute ne va pas empêcher quelqu'un d'autre d'écouter également. Ensuite, il y a ce qu'on nomme l'excluabilité. Elle permet d'établir une norme, une technologie qui permet d'exclure de la consommation des agents qui ne concourent pas au financement du bien. C'est typiquement ce que font les chaînes payantes, c'est-à-dire que si tu payes pas, normalement, t'y as pas accès. Bref, l'hyper-reproductivité des biens fait que leur nature change. De nos jours, la production cinématographique tend vers la non-excluabilité et la non-rivalité. N'importe qui peut accéder à un film grâce à n'importe quelle plateforme, et même si on essaye de supprimer les sites illégaux, il y en aura toujours un petit peu caché là dans le coin, qui te permettra de le regarder gratuitement. Et si du point de vue du consommateur c'est tout bénef, au niveau du bien-être social et même de la création en général, ça l'est un petit peu moins. Au final, si tout le monde consomme de manière un petit peu illégale, il n'y a plus de financement et du coup il n'y a plus trop de budget pour créer quoi que ce soit. Bref, vous l'aurez compris, le marché de droit se retrouve impacté, et donc celui du financement. Que reste-t-il alors au cinéma? La chronologie des médias. Voilà ce qu'il reste au cinéma et qui lui permet de maintenir la concurrence. Apparue en 1980 en France et en Europe, la chronologie des médias permet de réguler l'économie du cinéma en précisant les rapports qui s'établissent entre les salles de cinéma et la télévision jusqu'à s'étendre aux plateformes de vidéo à la demande. En gros, c'est le cinéma et la production qui déterminent à partir de quel moment un film peut être rediffusé sur un canal. Et c'est justement ce temps qui incite le consommateur soit à aller voir le film directement après sa sortie au box-office, soit à attendre sa reprise par la télévision. Et au début, la télé devait attendre 2 ans après la sortie du film pour le rediffuser. Mais si la chaîne coproduisait le film, alors ce délai pouvait passer à 1 an seulement. Or, depuis 1997, la nouvelle directive européenne a ouvert la loi à une chronologie des médias définie par des accords professionnels. La réglementation n'est donc plus généralisée. Et donc pour la vidéo à la demande par abonnement, le délai est passé de 36 mois en 2009 à seulement 15 mois en 2018. Et justement, il y a Netflix qui a récemment négocié avec le cinéma français pour réduire encore plus ce délai en échange d'un financement de 30 millions d'euros dans au moins 10 films français. Donc certes, le cinéma arrive encore à se faire financer, et ne parlons même pas du cinéma américain qui semble plutôt bien se porter. Mais en fait, c'est surtout les petites et les moyennes productions qui ont du mal à se faire financer et qui constituent les principales créations originales. Donc j'entends par là celles qui sont un peu moins dans cette dynamique de consommation au sein du processus créatif. Et là où les choses sont bien foutues, c'est que c'est justement ce que va
valorise Netflix et Amazon Prime. Sinon que le 7ème art est loin d'être en fin de vie, c'est surtout la façon dont on le perçoit qui risque d'être modifiée. Le passage du cinéma aux plateformes de streaming redéfinit la notion du temps et donc le regard qui s'applique aux œuvres. Le cinéma est l'équivalent d'un musée. Les œuvres se manifestent à nous comme totalement coupées du monde et notre attention y est entièrement dirigée. Avec la culture Netflix, ce n'est plus vraiment l'idée de l'œuvre pour elle-même qui est au centre. Toutes ces œuvres qui ont mis des années à être réalisées se retrouvent indifféremment entassées dans un catalogue et sont regardées en biais. La culture se retrouve alors entremêlée dans ce système de surconsommation où tout doit être vu le plus rapidement possible. Mais alors que nous reparlerons de la culture Netflix une prochaine fois, laissez-moi penser que le cinéma n'est pas mort. J'ai pas vraiment envie de défendre un relativisme de l'art, prétendant que toute création est artistique. Mais il me semble indéniable que ces plateformes participent de près ou de loin à la création du 7ème art. Plutôt que de constamment opposer ces créations selon la manière avec laquelle elles sont diffusées, il ne me semble pas impossible de les imaginer fusionner. Ce qui donnerait non seulement une nouvelle vie au cinéma en tant que lieu, mais lui permettrait aussi de répondre à la demande du marché. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir quelle est la dernière chose que vous êtes allé voir au cinéma. Personnellement, c'était La Petite Bande de Pierre Salvadori. Je pense que c'est clairement l'un des meilleurs films que je suis allée voir depuis le début d'année. C'est un film qui est super engagé, politiquement parlant, et qui en plus mentionne pas mal d'enjeux et de questionnements que peuvent rencontrer les ados au collège ou encore au lycée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça s'éloigne un petit peu des thèmes que j'ai l'habitude de mentionner, en sachant que de base c'est un peu plus centré sur les réseaux sociaux et notre attitude face à eux, mais j'estime que ici ça fait aussi partie des sujets que j'aimerais bien mentionner. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!